Le 25 janvier 2013, 4 hommes masqués se cachent derrière le mur de la banque Lordship, Crédit Union attendant le bon moment pour attaquer. Un des braqueurs porte un survêtement sale et trempé. Sous la pluie, avec un fusil à la main, il attend patiemment que le convoi de fonds se déplace. Ce convoi transportait plusieurs milliers d'euros en cash et semblait être une cible facile. Il était escorté par des membres de la Garda, la police irlandaise. Alors que le convoi démarre, une Volkswagen Passat de couleur sombre surgit et bloque la route. Les hommes masqués sortent alors, se rapprochent de la voiture de la police. Le détective Adrian Donohoe se décale et voit alors la voiture bloquer le fourgon blindé. Il tourne la tête et aperçoit le fusil contre son épaule droite et est abattu sans sommation. Aucune demande. Aucun mot de la part des braqueurs. Le collègue de Adrian, assis sur le siège conducteur, est traîné hors de la voiture et menacé par le braqueur armé. « Je vais te tuer, je vais te tirer dessus, donne-nous l'argent. » Il s'empare de 7 000 € en cash, se précipite dans la voiture et s'enfuit. La police constate le décès du détective Donohoe et une chasse à l'homme internationale est ouverte. La Garda ne se reposera qu'une fois que justice sera faite pour la mort de leur collègue. Pour comprendre l'histoire d'Adrian Donohoe, il faut remonter en arrière, bien avant le drame de 2013, car l'Irlande est un pays façonné par la violence politique, les divisions communautaires et une frontière qui a toujours été plus qu'une simple ligne sur une carte. Tout commence à la fin des années 1960. L'Irlande du Nord, encore sous autorité britannique, est une société divisée. Les catholiques nationalistes, minoritaires, réclament plus de droits et rêvent de réunification avec la République d'Irlande. Les protestants unionistes, majoritaires, veulent rester au sein du Royaume-Uni et craignent de perdre leur pouvoir. Les tensions éclatent en émeutes, puis en conflits armés. Pendant près de 30 ans, l'Irlande du Nord vit sous le feu. On appelle cette période sombre les troubles. Plus de 3500 morts, des dizaines de milliers de blessés, des familles détruites, des communautés entières séparées par la haine. Dans ces années-là, la frontière entre le nord et le sud devient une cicatrice visible. Les routes secondaires sont fermées. Les checkpoints militaires se multiplient. Les habitants vivent entourés de miradors, de barbelés et de fouilles incessantes. Traverser la frontière, c'est franchir une barrière de peur. Puis, en 1998, un miracle politique, l'accord du Vendredi Saint. Après 30 ans de guerre larvée, unionistes et nationalistes trouvent un terrain d'entente. La paix semble enfin possible. Les checkpoints disparaissent. Les soldats britanniques quittent les villages frontaliers. La frontière devient invisible. Pour beaucoup d'Irlandais, c'est une renaissance. Pendant ce temps, au sud, la République d'Irlande connaît une métamorphose. Dans les années 1990 et 1000, c'est le Celtic Tiger. L'économie explose, les investissements étrangers affluent, le pays s'enrichit à une vitesse fulgurante. Mais en 2008, tout s'écroule. La crise financière frappe de plein fouet. Les banques s'effondrent, les chantiers s'arrêtent, le chômage explose. Une nouvelle forme de colère gronde dans la population. Et dans l'ombre de la paix, d'autres guerres commencent. Quand les groupes paramilitaires déposent les armes, certains de leurs anciens membres refusent de se réinsérer. Pour eux, le combat armé se transforme en business. Trafic de cigarettes, contrebande de carburant, drogue venue d'Europe, blanchiment d'argent, la frontière, autrefois militarisée, devient un terrain idéal pour ces activités illégales. Les gangs profitent d'un territoire poreux, difficile à contrôler. Et dans les villes proches de la frontière, comme Dundalk, cette criminalité s'enracine profondément. Face à ces menaces, la Garda Síochána, la police nationale irlandaise, reste en première ligne. Créée en 1922, elle est respectée dans tout le pays. La plupart de ses agents ne portent pas d'armes à feu, symbole d'un lien de confiance avec la population. Mais cette confiance a un prix. Chaque attaque contre un membre de la Garda n'est pas seulement un crime, c'est une attaque contre l'État tout entier. Le dernier meurtre d'un Garda en service remontait à 1985. Les Irlandais pensaient cette époque révolue. Ils se trompaient, car en janvier 2013, une embuscade allait briser l'illusion et rappeler à toute l'Irlande que la violence n'était jamais très loin. L'inspecteur de police Adrian Donohoe, assassiné lors d'un vol à main armée à la Lordship Credit Union, près de Dundalk dans le comté de Louth, a grandi dans le petit village de Kilnalek, à Cavan. Fils de Hugh et Peggy Donohoe, il a passé son enfance dans une petite ferme du village aux côtés de ses frères et sœurs Alan, Colm, Martin, Anne et Mary. En juillet 1994, il a pris la décision qui allait définir sa vie. Il est entré au Temple Mort Garda College, parmi une promotion de 100 recrues.
2 de ses frères l'ont suivi dans la Garda. Les recrues ont été réparties en classes de 25 élèves chacune. Dans la classe d'Adrian se trouvait Caroline Delougré, originaire de Kilkee, dans le comté de Clare, qu'il épousera plus tard et qui mènera le cortège funèbre à ses funérailles 20 ans plus tard. Le risque qu'un de nos camarades soit tué par balle était de 14 500 contre 1. Mais cela nous est arrivé, non pas une, mais 2 fois, écrivait son ancien camarade de classe, Gedir John McCarthy, plus tôt cette année, après le décès de Colm Orcan. L'esprit et l'humour de Donohoe pendant sa formation ne seront jamais oubliés, a-t-il déclaré. Ils arrivaient souvent au bon moment pour remonter le moral quand on se sentait déprimé ou en retard. 3 ans après avoir obtenu son diplôme de Templemore, Donohoe et sa nouvelle épouse s'installèrent à Lordship sur la péninsule de Cooley, dans le comté de Louth. Ils eurent 2 enfants, Amy et Niall, qui fréquentèrent tous deux la Bellurgan National School, juste en face de la Lordship Credit Union, où leur père fut abattu à l'âge de 41 ans. Les enfants avaient 6 et 7 ans au moment de son décès. La famille passait souvent ses vacances à Kilkee, la ville natale de Caroline, où Adrian et ses enfants jouaient souvent sur la plage. À Louth, Donohoe jouait et entraînait pour son club local, le St. Patrick's GAA. En souvenir de lui après sa mort, le président du club, Alan Duffy, a qualifié Adrian de véritable modèle, apprécié de tous, dont la disparition avait laissé un immense vide. « Adrian nous manque à tous », a-t-il déclaré. Ce genre de personne ne vient pas souvent. Adrian et Caroline ont tous deux été affectés au poste de police de Dundalk, où Caroline a travaillé avec l'unité d'immigration, tandis qu'Adrian a été nommé agent de police. En tant qu'agent de police de rue, il s'est forgé une solide réputation pour sa capacité à lutter activement contre la criminalité locale. Dans le cadre de ses fonctions, Donohoe devait occasionnellement escorter le personnel des coopératives de crédit lorsqu'elles collectaient de l'argent dans différentes agences pour le déposer dans un lieu sécurisé. Telle était sa mission dans la nuit du 25 janvier 2014. La première partie de l'escorte fut assurée par 2 policiers non armés, Alan Lynch et Tony Golden. Donohoe et son collègue, l'inspecteur Joe Ryan, prirent le relais plus tard dans la soirée pour assurer une escorte armée lors de la collecte de fonds. Lorsqu'il fut pris en embuscade et abattu à 21h30 à la Lordship Credit Union, il se trouvait à seulement 4 km de son domicile. Donohoe était un homme loyal, honnête, vertueux et fidèle, qui a donné sa vie pour sa communauté, comme le raconterait le père Michael Cusack lors de ses funérailles 5 jours plus tard. La nuit du 25 janvier s'annonçait ordinaire. Adrian Donohoe quitte sa maison et dit au revoir à sa femme et son fils. Il n'aurait pas dû travailler ce jour-là, mais il a décidé de remplacer un de ses collègues car il était sur une autre intervention. Son travail était simple, il devait seulement escorter le fourgon qui partait de la banque jusqu'au centre de Dundalk. Le risque était modéré étant donné que le dernier braquage de ce type datait de 2011. Il était accompagné de Joe Ryan, un de ses collègues depuis 91. Ce soir-là, armé d'un pistolet, il quitte le central de police dans une voiture banalisée sous une pluie horrible. Leur nom de code était Papa Bravo 16. Adrian était passager tandis que Joe conduisait. Ils ont donc commencé leur tournée dans différentes banques pour ramasser les coffres. Pendant ce temps, les braqueurs commencèrent à se positionner devant la banque Lordship. Les 4 braqueurs cachés derrière le mur arrière de la banque attendaient patiemment le convoi ainsi qu'un complice en voiture qui allait bloquer le fourgon. Marie Hagnon, présente dans le convoi et employée de la banque, devait récupérer l'argent liquide et les chèques des différentes banques. 2 autres employés étaient présents dans la dernière banque, la Lordship. Leur but était de désactiver l'alarme à l'arrivée du convoi et de transférer les fonds à Marie Hagnon. Une fois l'argent transféré, le convoi démarre lentement quand une voiture surgit de l'obscurité pour leur bloquer la route. Au même moment, les 4 hommes sortent de derrière le mur et se dirigent vers les convoyeurs. Les 2 premiers se sont dirigés vers la voiture de police où se trouvaient Adrian et Joe et les autres vers le véhicule contenant l'argent. L'inspecteur Donohoe était sorti de la voiture pour voir ce qui empêchait le convoi d'avancer. Un des braqueurs s'est alors placé derrière lui en le visant avec son arme et tire, sans sommation, sans demande particulière. L'autre braqueur en a profité pour tirer le conducteur dehors et en le menaçant de son arme, il lui ordonne de lui donner l'argent. Pendant ce temps, les 2 autres braqueurs se sont dirigés vers la voiture des employés de banque, après avoir cassé la vitre et menacé la conductrice. Cette dernière attrape un sac sur la banquette arrière et leur jette. Les 4 braqueurs, pensant avoir récupéré le pactole, se sont dirigés vers la voiture qui bloquait le convoi pour prendre la fuite. Le braquage n'aura duré que 58 secondes pour finalité 7 000 € d'argent volé et un mort.
Les 4 hommes ne sont plus simplement des braqueurs, mais des meurtriers. L'inspecteur Ryan réussit à se relever et à sortir son arme de poing. Comme la menace n'était plus imminente, il a décidé de ne pas tirer. Il s'est alors précipité côté passager pour vérifier l'état de son collègue. L'inspecteur Donohoe était au sol dans une mare de sang. Constatant son décès, il est parti voir si les autres membres du convoi étaient blessés. Il est retourné à sa voiture pour utiliser la radio et alerter le poste. Bravo à Papa One Bravo. One Six à Bravo, allez-y. Assistance urgente, terminé. Assistance. Des détails, Joe. Je pense qu'il est mortellement blessé, terminé. Une voiture de couleur foncée, terminé. Une arme sur mon épaule, terminé. Une importante intervention policière est alors déclenchée. Des secours arrivent, des hélicoptères essaient de retrouver la voiture des braqueurs. Le temps que les recherches se lancent, les braqueurs avaient déjà passé la frontière de l'Irlande du Nord. Les ambulanciers arrivés sur la scène du crime n'ont détecté aucun signe de vie de la part de l'inspecteur. Il est alors déclaré mort. Après l'émotion, vient le temps de l'enquête. Tous ses collègues étaient décidés à trouver les coupables de ce meurtre. Ils étaient tous réunis autour de la table de réunion en attendant que quelqu'un prenne les choses en main. Ce fut l'inspecteur détective Mary. L'enquête débuta alors. Les premiers éléments concrets étaient que la voiture avait été volée quelques jours avant dans une zone près de la banque Lordship et que les suspects avaient l'accent de gens qui vivaient probablement vers la frontière. Mais ce n'était que le début de l'enquête, le début de nombreux éléments. Un des premiers suspects a été Aaron Brady. Il était depuis longtemps sur le radar de la police. Dans son adolescence, il avait été soupçonné d'être impliqué dans une agression avant d'être relié à plusieurs braquages, blanchiment d'argent et vol de voitures. Il était en liberté sous caution le jour du vol. Avec ses antécédents, il était le premier suspect dans l'affaire du braquage et du meurtre de Donohoe. Aaron Brady est né en 91. Après avoir vécu en Angleterre, lui et sa famille déménagent en Irlande du Nord. Il rencontre un de ses amis proches, Jimmy Flynn, au collège. Ce dernier a la nationalité américaine. Brady décide à 16 ans d'arrêter les cours et commence à travailler. À cet âge, il commet sa première agression. Resté discret pendant les 3 années suivantes, il recommence avec des troubles à l'ordre public. Après quelques infractions au code de la route, il commence à se faire connaître par la police locale. Les inspecteurs ont suspecté Brady et un gang local d'être impliqué dans 9 cambriolages. En 2011, il engage une course-poursuite avec la police, à bord d'une voiture volée. Il est accompagné de son ami Liam Crozier. Après avoir percuté 2 taxis, un fourgon de la police, il continue sa course pour échapper aux forces de l'ordre. Au bout de quelques kilomètres, la voiture s'arrête enfin. Aaron Brady, son acolyte Liam Crozier finissent leur cavale à pied. Grâce à la vidéosurveillance et d'autres preuves, il est traduit par le tribunal et inculpé. Il est finalement libéré sous caution quelques temps plus tard. Après avoir été libéré, il se pose un peu et commence une relation avec Jessica King, alors âgée de 17 ans. Revenons sur Jimmy Flynn, son ami du collège. Ce dernier était connu des services de police, mais cette fois par le biais de son père, un délinquant notoire spécialisé dans le blanchiment de carburant. Il a été condamné à 3 ans de prison en Angleterre, mais il s'est évadé et est retourné en Irlande du Nord pour profiter de sa liberté. Un autre de leurs acolytes, c'était MC. Son nom n'est pas divulgué dans l'enquête, également connu des services de police pour des vols de véhicules. Dans le gang de Brady, il y a aussi un certain Treanor qui était impliqué dans une série de cambriolages. Il avait été arrêté suite à ça, et le policier qui a procédé à l'arrestation n'était autre que Adrian Donohoe, la victime du cambriolage. Faute de preuves, il a été relâché. Pour résumer, les suspects potentiels sont Brady, Treanor, Flynn et MC. Peu de temps après le braquage, la police a ratissé l'itinéraire de la voiture qui avait servi aux braqueurs à prendre la fuite. Ils ont remarqué que la voiture de Flynn se dirigeait vers eux malgré que la route soit bloquée le temps de l'enquête. Côté passager, il y avait Aaron Brady qui les fixait. La police a ordonné à la voiture de s'arrêter et les enquêteurs ont commencé à interroger les 2 hommes séparément. Questionnés sur la nuit du braquage, les 2 hommes ne s'étaient pas mis d'accord sur leur version. La police a donc commencé à avoir des doutes. Les enquêteurs ont vérifié leur alibi et ont remarqué un conflit sur les heures données par les 2 hommes. Des examens téléphoniques ont eu lieu et la police a remarqué que Brady avait téléphoné à sa petite amie, son père, Treanor et le fameux MC. La police est partie interroger sa petite amie afin de voir si Brady était en sa compagnie à l'heure du braquage, ce qu'elle a confirmé. Ce petit gang était dans le collimateur de la police à cause des incohérences de leur alibi, mais ce n'était que le début de l'enquête.
5 jours après l'assassinat brutal de l'inspecteur Adrian Donohoe devant la Lordship Credit Union, Dundalk a accueilli des funérailles nationales. Des milliers de policiers ont défilé en silence derrière son cercueil recouvert du drapeau tricolore dans une démonstration d'unité et de défi. Dans l'église Saint-Joseph, son frère Colm a rendu un hommage poignant à un homme toujours souriant, tandis que le père Michael Cusack a condamné le meurtre comme un acte presque satanique et a exhorté ceux qui protégeaient les coupables à parler. Le lendemain, le commissariat de Dundalk reprenait l'enquête. L'inspecteur Mary devait faire face à une forte pression politique. Ministres, commissaires et gradés assistaient aux réunions réclamant des résultats rapides. Mais l'enquête s'annonçait longue. Une récompense de 100 000 € fut mise en place pour inciter les témoins à se manifester. Très vite, les regards se tournèrent vers Aaron Brady et son entourage. Brady, conscient des rumeurs, se présenta volontairement au poste de Dundalk le 5 février, accompagné de son avocat. Il donna une longue déclaration, expliquant notamment sa récente opération de la main droite, censée limiter sa force physique, et détaillant ses déplacements du 25 janvier. Selon lui, il avait passé la soirée avec James Flynn et Brendan Treanor, puis avait rejoint sa petite amie Jessica King. Il affirme avoir appris le meurtre par les informations diffusées chez elle, tard dans la nuit. James Flynn confirma en partie ce récit. Il expliqua avoir conduit Brady et Treanor à divers endroits, notamment au commissariat de Crossmaglen où Treanor devait signer sa caution. Mais Flynn ajouta des détails qui différaient, évoquant par exemple une visite à d'autres amis avant de reprendre Brady plus tard dans la soirée. Treanor, de son côté, soutient qu'il avait été ramené chez lui après avoir signé au poste. Mais une analyse des données téléphoniques révéla que ces appels avaient été captés par plusieurs antennes relais différentes ce soir-là, suggérant qu'il se déplaçait plutôt que de rester chez lui comme il l'affirmait. La vérification de sa caution, qu'il situait vers 22h30, avait en réalité eu lieu à 23h10, ce qui laissait penser qu'il tentait d'arranger sa chronologie. Un quatrième suspect, désigné sous l'initiale MC, fut également entendu. Contrairement aux autres, il refusa de donner beaucoup de détails et parut extrêmement nerveux. Il déclara avoir passé la soirée à Castle Blayney et chez lui, mais son récit ne correspondait pas au contrôle de la Garda installée cette nuit-là. De plus en plus agité, il finit par refuser de signer sa déclaration et quitta le poste avec son père. Malgré les efforts des 3 hommes pour fournir des alibis, les incohérences étaient manifestes. Brady plaçait certains déplacements à des heures contredites par les relevés téléphoniques. Flynn prétendait avoir reçu un appel de son frère bien avant que celui-ci ait eu lieu. Et Treanor semblait avoir tenté de manipuler son emploi du temps. La police constata aussi que Brady avait insisté auprès de Jessica King pour qu'elle le couvre, ce qui affaiblissait encore sa crédibilité. Le 18 février, Aaron Brady fut officiellement désigné comme suspect du meurtre et du braquage, bientôt rejoint par Flynn, Treanor et Monsieur C. Les enquêteurs notèrent aussi que le groupe appartenait à un réseau criminel plus large, impliqué dans le trafic de diesel, les cambriolages et les vols de véhicules. La presse, de son côté, s'empara de l'affaire. Le Sunday World publia en une des photos pixelisées des suspects sous le titre « Recherché ». Brady, furieux d'être ainsi exposé, sentit la pression médiatique et policière s'intensifier. Sa vie quotidienne était désormais surveillée, ses sorties suivies, ses fréquentations notées. À la suite du meurtre et du braquage de la banque, le choc et la révolte étaient palpables à Dundalk, mais aussi dans tout le pays. Adrian Donohoe était le 87e membre de la Garda à être assassiné. La colère était d'autant plus vive que le gouvernement avait réduit les effectifs et fermé plusieurs postes de police. L'inspecteur Mary fut officiellement nommé enquêteur principal, chargé de l'affaire. Des centaines de policiers furent mobilisés, répartis en 14 sections spécialisées dans des tâches variées. Analyse téléphonique, recherche de pièces à conviction, identification de suspects et exploitation de renseignements. Une équipe distincte avait également été constituée pour examiner des crimes connexes dans l'espoir de repérer des schémas ou des modes opératoires similaires. Au commissariat de Dundalk, des réunions d'enquête se tenaient régulièrement pour suivre l'avancée des investigations. Les premiers suspects identifiés furent Aaron Brady et ses complices, mais la liste s'élargit rapidement à 207 personnes. La proximité de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud empêchait d'écarter l'hypothèse d'une implication de républicains dissidents.
Dans les semaines suivant le braquage, la police interrogea une cinquantaine de républicains et de criminels connus afin d'établir leur emploi du temps le soir du meurtre. Beaucoup refusèrent de faire des déclarations officielles, mais fournirent des alibis les excluant de l'affaire. D'autres, moins coopératifs, n'offrirent pas d'éléments crédibles, même si rien ne permettait d'affirmer leur participation au crime. Certains suspects potentiels furent signalés par des citoyens. Ainsi, une femme ayant pris un vol Belfast-Londres le 26 janvier alerta la police au sujet d'un passager au comportement suspect. L'homme, qui parlait avec un fort accent du Sud, téléphonait pour demander s'il pouvait se cacher à Londres quelque temps. Identifié comme un habitant de Newry, il avait déjà fait l'objet d'une intervention policière. Une patrouille, appelée à son domicile, y avait découvert 6 personnes dans le jardin et perçu une forte odeur d'essence. La maison se situait à moins de 20 minutes du lieu où la voiture des braqueurs avait été retrouvée incendiée. Toutefois, les vérifications confirmèrent que cet homme ne se trouvait pas à Dundalk la nuit du meurtre et il fut écarté de l'enquête. Une ligne téléphonique dédiée aux informateurs permit de recueillir de nombreux témoignages. Plusieurs sources citèrent les noms de Brady, Treanor et Flynn, déjà soupçonnés d'autres braquages dans une station-service et un hippodrome. Un informateur assura que les 3 hommes étaient impliqués dans le meurtre d'Adrian Donohoe et que les complices de Brady s'étaient moqués de lui parce qu'il avait laissé tomber son fusil après avoir tiré. Un autre renseignement impliquait Brady dans le vol d'une Jeep contenant un fusil de chasse quelques mois plus tôt, lors d'un cambriolage à Kings Court. Si le véhicule fut restitué à son propriétaire, l'arme, elle, avait disparu. Brady l'aurait conservé plusieurs semaines dans le grenier de sa maison. D'après certaines déclarations, il s'agissait du fusil utilisé pour abattre l'inspecteur Donohoe. Ces informations, bien que reposant souvent sur des ouï-dire et difficilement exploitables en justice, renforcèrent le climat de suspicion autour de Brady et de ses proches, au sein de la communauté frontalière comme dans les milieux criminels. L'inspecteur Mary reconnut qu'il ne pouvait ignorer le volume d'éléments signalant le gang. Par ailleurs, la police apprit que Brady et Flynn restaient de préoccupés par la solidité de leurs alibis et craignaient une arrestation prochaine. Le nom de Treanor apparaissait lui aussi régulièrement dans les renseignements. Une source affirma qu'il avait participé à 3 braquages antérieurs. Plusieurs informateurs soulignèrent qu'il se montrait prudent, notamment dans l'utilisation de son téléphone, et qu'il restait persuadé que les enquêteurs ne pourraient ni le placer sur les lieux le soir du meurtre, ni l'identifier lors de la destruction de preuves. Certains le disaient animé d'une rancune contre le policier tué, tandis qu'une autre source contestait l'idée d'une hostilité personnelle envers l'inspecteur Donohoe ou d'autres enquêteurs. La pression accrue des autorités sur la zone frontalière affectait aussi les trafiquants. En février, la police apprit que des membres de l'IRA menaient leur propre enquête sur le braquage et le meurtre. Selon ces renseignements, Aaron Brady et Brendan Treanor figuraient parmi les principaux suspects. Quelques jours après le crime, la police avertit Treanor qu'il était menacé par des républicains dissidents. Malgré des investigations poussées, aucune trace ADN ne fut retrouvée sur la scène de crime. Les auteurs avaient utilisé des talkie-walkie pour communiquer, évitant ainsi tout trafic téléphonique. Néanmoins, l'analyse des relevés d'appels révéla des éléments déterminants. Les téléphones de Brady, Flynn, Treanor et M.C. montrèrent une activité intense avant et après le braquage, mais un silence total pendant plus de 2 heures au moment précis du cambriolage et du meurtre. Treanor tenta de joindre Brady à 8 reprises, sans succès, avant que son appareil ne s'éteigne. Ce silence coordonné prit fin plus d'1 heure après le crime. Les enquêteurs analysèrent aussi le téléphone de la petite amie de Brady. Quelques jours avant le braquage, il lui avait écrit qu'il allait recevoir une somme importante sans préciser son origine. D'autres messages, effacés par la jeune femme, révélèrent que Brady avait menti à la police au sujet de ses déplacements la nuit du meurtre. Une course contre la montre s'engage. Au cœur de l'enquête, des milliers d'heures de vidéosurveillance, des données téléphoniques et des suspects qui disparaissent aux 4 coins du monde. La vidéosurveillance devient la colonne vertébrale de l'enquête. 30 policiers et 3 sergents ratissent des images des 2 côtés de la frontière. 320 sites filmés, entreprises et domiciles sur 416 pièces vidéo, un serveur externe commandé à Dell pour stocker l'ensemble, un protocole strict, exposition,
copie, horodatage, traçabilité. 8 analystes passent les vidéos image par image pour identifier la voiture de fuite et toute BM ou Passat associée aux personnes d'intérêt. L'inspecteur Gareth McKenna est nommé agent des pièces vidéo. Un calcul glacé, un seul agent mettrait 40 ans à visionner tous les éléments. La liste des personnes d'intérêt enfle jusqu'à 207. Des images confirment des alibis et en détruisent d'autres. Aaron Brady et James Flynn ont déclaré être près d'une zone commerciale, mais des caméras d'un magasin d'électroménager voisin prouvaient le contraire. L'enquête sur les caméras de surveillance continue et les policiers se penchent sur la recherche des voitures des braqueurs. Quelques nuits avant le braquage, une Passat est volée. Une BM s'élance après un échange SMS. Appelle, elle marque un court arrêt, vue caméra, puis fait des repérages devant la banque. La BM rejoint la Passat. Les deux partent en convoi. Ils quittent la zone, puis se séparent. La Passat est cachée quelque part. La BM revient à son point de départ. La veille, la BM quitte Dunroy-Mine, passe devant la banque et s'arrête face à la caisse, devant une station-service fermée. Le jour J, à 13h46, la BM de James repasse devant la banque, vitres passagers baissées, sous la pluie. Brady et Treanor sont identifiés à bord. Pour les enquêteurs, un nouveau repérage. Quelques semaines plus tard, James Flynn tente de vendre sa BMW. Le véhicule est repéré, retrouvé à Belmullet, saisi et envoyé à l'examen. La police fait une perquisition chez les Flynn. On saisit un talkie-walkie et un scanner, ainsi que la Mercedes de Flynn père. La voiture avait été repérée par les caméras derrière le véhicule de fuite des braqueurs. Suite à la perquisition du domicile, les enquêteurs mettent la maison sur écoute. Les micros enregistrent une conversation entre les parents de Flynn. On y parle d'une voiture sur la route, la nuit du meurtre, du coup de feu entendu et de ce qu'il ne faut pas dire aux gardes à vue. Le ressenti des enquêteurs sera clair. Flynn père savait et a pu servir de guetteur. Le 8 avril, la police perquisitionne la maison familiale d'Aaron Brady où un passeport britannique tout neuf est trouvé et le domicile de Treanor. Les téléphones et les cartes SIM sont saisis par les enquêteurs. L'étau se resserre. Il n'y a désormais plus que 6 suspects. Brady, James Flynn, FMC, Treanor, Eugène. Et une femme qui sera ensuite écartée. 4 d'entre eux décident de fuir l'Irlande. Le 13 février, Eugène part pour l'Australie. Mi-mars, Monsieur C est intercepté à Dublin avant un vol pour Sydney. On le prévient. Tu peux aller aussi loin que tu veux. On sera juste derrière toi. Il atterrit et trouve du travail sur un gazoduc. Le 9 avril, James Flynn arrive à Boston. À son arrivée, un agent de la Joint Terrorism Task Force, une cellule du FBI, le questionne, copie son téléphone et son ordinateur. De nouvelles données alimentent le puzzle. Les suspects ont fui l'Irlande, mais l'enquête, elle, continue. Elle révèle un réseau criminel organisé. Les enquêteurs retrouvent sur le téléphone de James Flynn un message glaçant. « Je vais tuer un policier ». Envoyé moins de 2 mois après l'assassinat, ce SMS semble se moquer du meurtre d'un policier. Sur son ordinateur, d'autres preuves, des vidéos d'hommes cagoulés, musique de l'IRA en fond et Aaron Brady, souriant, arme à la main. L'affaire devient titanesque. Plus de 3400 missions. 1800 témoignages, des dizaines de perquisitions menant à la saisie de voitures volées, de carburant de contrebande, d'armes et de cigarettes. Les enquêteurs collaborent avec le FBI, la police de New York, la police en Irlande du Nord et les autorités australiennes, car les suspects se sont éparpillés. États-Unis, Australie, Espagne. De son côté, Brady s'installe au nord du Bronx, surnommé la Petite Irlande. Il loge dans des chambres louées, travaille sur des chantiers à Manhattan et joue au football. Quelques mois plus tard, il rejoint les frères Flynn à Boston pour travailler dans le déneigement. Mais début 2014, tout déraille. Il disparaît pendant une tempête de neige avec la voiture de la famille, laissant l'entreprise dans le chaos. La rupture est totale, Brady revient seul à New York. Il s'installe durablement, décroche un emploi bien payé comme conducteur d'engin et reprend le football. Son style de vie s'affiche sur les réseaux. Match de Liverpool, soirée dans les pubs irlandais, vie confortable malgré son visa expiré. Pendant ce temps, l'enquête continue sans relâche. La police irlandaise briefe le FBI. Brady est présenté comme un criminel organisé, armé et lié à des cambriolages. Les Américains mettent en place des filatures, infiltrent des agents dans les pubs fréquentés par Brady, tentent d'obtenir son ADN via des bouteilles abandonnées. Mais Brady reste méfiant.
Il garde ses bouteilles, esquive les inconnus, refuse toute conversation compromettante. Pendant ce temps, le père de Eugene Flynn, figure criminelle liée au gang, est arrêté et extradé pour une autre affaire. En prison, il tente de négocier, information contre transfert en Irlande et restitution de biens saisis, mais refuse toujours de révéler où il était la nuit du meurtre. En Irlande, les enquêteurs s'épuisent. Pat Murray, chef d'enquête, doit gérer plusieurs dossiers lourds tout en menant cette chasse à l'homme international. Il frôle la mort à cause d'un caillot sanguin, symbole d'une équipe à bout. Les policiers manquent cruellement d'effectifs. Même Adrian Donohoe, peu avant sa mort, avait dénoncé ce manque de moyens face au gouvernement. Octobre 2015, nouveau drame. Le policier Tony Golden est tué. Il accompagnait une victime de violence chez son ex-compagnon. Un criminel armé libéré sous caution malgré de multiples violations. L'ex-compagnon ouvre le feu, Tony est tué. La femme est grièvement blessée et le tireur se suicide. Ce meurtre ravive la colère d'une police irlandaise déjà meurtrie et dénonçant l'envoi de policiers seuls et non armés face à des individus dangereux. Pendant que l'Irlande pleure ses policiers, Brady affiche une vie sans peur. Fin 2015, il rencontre Danielle Healy, une jeune Irlandaise américaine. Le couple s'installe ensemble, sort dans les bars, assiste à des matchs de NBA. Danielle tombe enceinte. Brady change d'emploi et continue d'exposer sa vie sur les réseaux. Dans son entourage, les rumeurs persistent. C'est lui qui a tiré sur le policier en Irlande. Certains le disent à voix basse, d'autres comme une anecdote. Brady, lui, se croit toujours intouchable. Malgré la coopération entre les polices internationales, les preuves manquent encore pour lancer une inculpation solide. Aaron Brady pensait avoir trouvé refuge outre-Atlantique. Entre bars irlandais, football et chantiers bien payés, il se croyait hors d'atteinte. Mais la traque ne s'est jamais arrêtée. Chaque photo retrouvée, chaque message, chaque témoin interrogé rapproche peu à peu les enquêteurs de la vérité. Le 22 septembre 2016, à Temple-Mort, un silence solennel s'abat sur la salle de cérémonie du collège de la Garda. Devant plus de 300 personnes, Caroline Donohoe, la veuve du détective Adrian Donohoe, monte sur scène, digne, les yeux humides. Elle reçoit la Gold Scott Medal, la plus haute distinction pour bravoure au sein de la Garda Síochána. À ses côtés, le collègue d'Adrian, le détective Joe Ryan, se voit remettre la médaille d'argent. La commissaire Noirine O'Sullivan s'avance alors. Sa voix résonne avec gravité. Elle rend hommage à un policier tombé dans l'exercice de ses fonctions et promet que l'enquête ne s'arrêtera que lorsque justice sera rendue. Mais derrière les mots et les applaudissements, une vérité amère plane dans la salle, l'enquête piétine. 3 ans après l'assassinat du détective Adrian Donohoe, aucun suspect n'a été inculpé. Le nom d'Aaron Brady, pourtant bien connu des enquêteurs, flotte depuis longtemps autour du dossier. Mais les preuves manquent. Les pistes s'épuisent et la frustration gagne les rangs de la Garda. En décembre 2016, le détective Pat Murray est rappelé pour reprendre la tête de l'enquête. À son retour à Dundalk, il découvre une équipe fatiguée, démoralisée et une affaire à l'arrêt complet. Les rapports sont épars, les stratégies floues et aucune direction claire n'émerge. Murray comprend qu'il doit tout reconstruire, rétablir la confiance, redéfinir les priorités, raviver la flamme. Pendant 3 jours, il reçoit individuellement chaque membre de l'équipe dans son bureau. Il écoute les doutes, les blocages, les frustrations. Et peu à peu, l'énergie revient. Peu avant Noël, une piste semble se dessiner. Les détectives se rendent au domicile de Danielle Healy, la compagne d'Aaron Brady, alors mère de son fils, pour l'interroger, mais la jeune femme refuse de collaborer. Ses parents croient à l'innocence de Brady et ferment la porte à toute discussion. Encore une impasse. Fin janvier 2017, Murray rencontre la commissaire O'Sullivan. Il plaide pour des moyens supplémentaires. Le retour de certains détectives expérimentés, le renfort d'autres enquêteurs et surtout la possibilité d'envoyer des policiers aux États-Unis. Car pendant que l'enquête piétine en Irlande, Aaron Brady vit tranquillement à New York sous une fausse identité partielle dans la communauté irlandaise de Woodlawn. Murray ne comprend pas. Pourquoi rien n'est fait? Le FBI, lui dit-on, garde un œil sur lui. Mais il n'existe ni rapport, ni suivi concret. C'est alors qu'il entend parler d'une autre agence américaine, le département de sécurité intérieure, créé après les attentats du 11 septembre. Il regroupe 22 agences fédérales, parmi lesquelles les douanes, la protection des frontières. Plus de 240 000 employés, des enquêtes sur le terrorisme, le trafic, le blanchiment et des opérations à travers le monde. Murray entre en contact avec leur bureau londonien. 2 noms émergent, Scott Crabb et Matt Katske,
agents chevronnés, respectés dans tout le réseau. Dès leur première rencontre, une entente naît. Les agents écoutent l'histoire d'Adrian Donohoe, touché par le sort d'un policier tombé dans l'exercice du devoir. Pour eux, c'est une évidence. Il faut aider. La coopération entre la Garda et le département de sécurité intérieure se met en place. Les Américains commencent à surveiller Brady à New York. Ses fréquentations, ses déplacements, les bars où il se rend, les chantiers où il travaille. Brady, lui, se fond dans le décor. Il travaille dur, gagne bien sa vie, élève son fils et ne laisse rien paraître. L'enquête devient internationale. Des réunions hebdomadaires s'enchaînent entre Dublin et Londres, entre la Garda et les agents fédéraux. Les deux services apprennent à conjuguer leurs méthodes, à naviguer entre leurs lois et leurs juridictions. Crabb et Katske s'impliquent personnellement. Pour eux, Adrian Donohoe est devenu un collègue tombé au combat et il compte bien ramener son meurtrier devant la justice. Février 2017. Un événement anodin va bouleverser toute l'enquête. En Irlande, un article commémoratif sur Adrian Donohoe paraît dans la presse locale. Un élu partage le lien sur sa page Facebook. Des centaines de personnes le lisent, le commentent, et parmi elles, à des milliers de kilomètres, Christopher Morton, un jeune Irlandais vivant dans le Bronx. Morton, barman devenu manager, tombe sur le nom d'Adrian Donohoe et se fige. Il se souvient d'une nuit de 2013, dans un bar du Bronx, où un certain Aaron Brady s'était vanté, entre deux verres, d'avoir abattu un policier en Irlande. Le jeune homme hésite, puis décide d'agir. Il répond à la publication Facebook de l'élu « Je ne fais pas ça pour moi, mais je sais où il est, je veux que la famille obtienne justice ». Le message est transmis à Pat Murray. Quand celui-ci parvient à joindre Morton, il comprend vite qu'il tient quelque chose. Mais convaincre le témoin de témoigner officiellement s'avère long et délicat. Morton redoute les représailles et les conséquences politiques. Pendant plusieurs semaines, Murray reste en contact, patiemment. Il finit par obtenir son accord. Morton accepte de faire sa déposition sans contrepartie financière. La date est fixée, 17 mai 2017 à New York. Mais avant même de partir, Murray doit affronter l'absurdité administrative. Son propre commandement refuse le budget du voyage. Il faut des semaines de rapports, de justifications, d'échanges tendus avant d'obtenir le feu vert. En mai, Murray et le détective Bobby Ogle s'envolent enfin pour New York. Au siège du département de sécurité intérieure, à Manhattan, Christopher Morton livre un témoignage précis. Il confirme la scène du bar, répète les mots de Brady, identifie sa photo. Sa déposition, filmée et authentifiée, devient la première preuve directe liant Brady au meurtre. De retour en Irlande, Murray sent que le vent tourne. L'étau se resserre. Les fédéraux, de leur côté, poursuivent la surveillance de Brady. Le 18 mai 2017, à l'aube, le piège se referme. Alors qu'il quitte son domicile, Brady est intercepté par un convoi d'agents fédéraux et d'officiers de l'immigration. Il ne résiste pas. Conduit au poste, il est interrogé, puis placé en détention pour infraction d'immigration. Quelques jours plus tard, il est transféré dans un centre du New Jersey en attente d'expulsion. En Irlande, les Garda préparent son retour. Le 23 mai, Aaron Brady est extradé vers Dublin. À son arrivée, il est arrêté sur la base d'anciens mandats et présenté au tribunal de Dundalk. Cette arrestation, même sans inculpation de meurtre, marque un tournant décisif. Brady est enfin dans le système judiciaire. Quelques semaines plus tard, il écope d'une peine de 2 ans pour des délits routiers, sans lien avec l'affaire. Une peine courte, mais suffisante pour l'empêcher de fuir. La Garda tient son suspect. De retour à Dundalk, Pat Murray sait qu'il doit frapper fort. Il lance une campagne d'affichage inédite dans le quartier irlandais à New York. Photos, récompense de 100 000 €, numéro confidentiel. L'objectif est simple, trouver ceux à qui Brady a parlé. Pendant des jours, rien. Puis, à la mi-juin, un appel anonyme change la donne. L'homme au bout du fil raconte la vie de Brady à New York. Son travail, ses fréquentations, ses vantardises criminelles. Il évoque aussi des noms, dont Tommy McGeary, un ouvrier ayant travaillé avec Brady. Une équipe est envoyée aux États-Unis pour creuser cette piste. Pendant ce temps, Murray et Doherty s'intéressent à James et Ronan Flynn, 2 complices présumés. Les détectives parviennent à approcher James à Belfast, mais ils jouent un double jeu et enregistrent la conversation. Quelques semaines plus tard, à New York, les détectives rencontrent par hasard Antoine Staunton.
une jeune américaine d'origine irlandaise. Elle raconte avoir entendu Brady avouer à plusieurs reprises avoir tué un policier, souvent en état d'ivresse. Elle se souvient de ces mots « Je suis le plus craint d'Irlande ». Son témoignage renforce l'enquête. Fin 2017, la Garda interroge enfin Tommy McGeary, l'ouvrier ayant travaillé avec Brady. Son récit confirme tout. Il a vécu avec Brady, l'a entendu reconnaître le meurtre plusieurs fois et l'a vu s'en vanter devant témoins. Il décrit un homme sans remords, sûr de lui, convaincu de son impunité. McGeary témoigne par devoir moral pour aider la famille du détective Donohoe, puis accepte d'être expulsé vers l'Irlande. Peu après, Ronan Flynn, cousin de James, arrêté pour immigration illégale, confirme lui aussi les aveux répétés de Brady. Il rapporte qu'en état d'ébriété, Brady racontait souvent avoir tiré et pris les euros. En Irlande, un nouveau choc. Colin Hoey, ancien colocataire de Brady, revient sur sa déposition initiale et retire son alibi. La défense du suspect s'effondre. Au total, près d'une centaine de personnes sont identifiées comme témoins potentiels. Mais la peur est omniprésente. Brady traîne la réputation d'un homme dangereux, violent, imprévisible. Pour beaucoup, parler revient à risquer sa vie. Les dépositions de Morton, Staunton, Flynn et McGeary forment désormais la base solide du dossier. Elles décrivent toutes le même homme. Orgueilleux, provocateur, persuadé d'être intouchable. De part et d'autre de l'Atlantique, un nom circule. Aaron Brady, l'homme le plus craint d'Irlande. 2 jours après l'interrogatoire de Tommy McGeary, un nouveau témoin décide de parler. Anthony Maguire, un charpentier vivant à New York, connaissait Aaron Brady et il avait peur. Pendant longtemps, il s'était tu. On lui avait dit de garder sa bouche fermée. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Un soir de la Saint-Patrick 2015, Anthony est dans un pub bondé du Bronx. La musique est forte, les pintes se succèdent. À côté de lui, un groupe d'hommes discute fort. L'un d'eux, trapu, porte un maillot vert de football irlandais. C'est Aaron Brady. Il plaisante sur ce qu'il faut pour tuer un homme. Puis Brady se tourne vers Anthony. « Tu crois que t'en aurais le cran ?»« Non. Et toi ?» Brady sourit. « Ouais, c'est pour ça que je suis là. J'ai tiré sur un flic lors d'un braquage. » Silence. Anthony comprend qu'il vient d'entendre un aveu de meurtre. Le meurtrier du détective Adrian Donohoe est en face de lui. Anthony quitte le bar, troublé. Mais Brady le suit dehors. Une bagarre éclate. Anthony est frappé, laissé inconscient sur le trottoir. Plus tard, en cherchant sur Facebook, il découvre le visage de son agresseur. C'est bien Aaron Brady. Pendant des mois, il garde le silence. La peur le ronge, jusqu'à ce qu'il décide enfin de tout raconter à la police irlandaise. Pendant ce temps, les enquêteurs analysent les appels téléphoniques passés par Brady depuis la prison. Dans l'un d'eux, il admet sa peur que des gens de New York parlent à la police. Ces types vont tout balancer, dit-il. C'est la confirmation qu'il sait que le filet se resserre. Les équipes du Homeland Security reprennent les filatures, croisent les indices. 12 cambriolages commis avant sa fuite sont réexaminés. Tous portent la même signature, celle d'Aaron Brady. Un fermier affirme avoir croisé un van suspect la nuit du meurtre. À bord, 2 silhouettes, Brady et James Flynn. Peu à peu, le puzzle prend forme. Les enquêteurs comprennent qu'ils tiennent enfin une piste solide. Le 25 février 2018, la Garda passe à l'action. Après des mois d'enquête, Aaron Brady est localisé à Dublin. À 15h45, les agents de l'unité spéciale ERU, le SWAT irlandais, l'interpellent. Cette fois, il n'est plus question de délit mineur. Brady est arrêté pour le meurtre d'un Garda. À 21h52, dans une pièce fermée et filmée par 2 caméras, on lui lit les charges. Vous êtes arrêté pour le meurtre du détective Adrian Donohoe. Brady ne bronche pas. Il nie tout. Mais son regard trahit une peur nouvelle. Le 4 mars, après un dernier interrogatoire, le parquet confirme son inculpation. Aaron Brady est amené au tribunal de Dundalk. Dans la salle bondée, le silence est total. Les caméras sont braquées sur lui. Brady entre menotté, vêtu de noir, le regard vide. En face, Caroline Donohoe, la veuve du détective, le fixe sans trembler. L'inspecteur Pat Mary lit la charge. Vous êtes accusé du meurtre de détective Garda, Adrian Donohoe, tué dans l'exercice de ses fonctions. Un long silence, puis le bruit des appareils photo. La justice vient de poser un nom sur le meurtrier présumé. Après plus de 30 ans de service, l'inspecteur principal, Pat Mary, s'apprête à tourner la page. Le 4 mars 2018, il signe son dernier acte d'enquête avant de prendre sa retraite.
le dossier d'inculpation d'Aaron Brady pour le meurtre du détective Adrian Donohoe. Un acte lourd de sens. Marie sait que c'est la conclusion d'une décennie de lutte, d'échecs, d'obstination et d'espoir. Après son départ, l'enquête passe entre les mains du détective Martin Béguet, un vétéran respecté, fort de 40 ans de service dans les zones frontalières, tandis que la piste américaine continue, un nouveau nom refait surface, Daniel Cahill, un ami d'enfance d'Aaron Brady. En juillet 2019, les agents américains du Homeland Security localisent Daniel Cahill dans un appartement de New York. L'homme vit reclus, terrifié, mais quand les agents entrent, il parle. Il raconte les soirées alcoolisées avec Aaron Brady, les aveux murmurés entre deux verres, les cauchemars de l'assassin hanté par le souvenir d'un tir mortel. Cahill explique que Brady lui a avoué avoir tué un policier en Irlande. Selon lui, il regrettait de ne pas s'en être sorti et craignait d'être pris. Il se vantait d'avoir fait le coup, persuadé qu'il s'en tirerait encore une fois. Au fil des mois, les témoignages s'accumulent. Brady, arrogant, se vante dans les bars, exhibe des coupures de journaux parlant du tueur de policiers. Il rit, dit qu'il n'a pas peur des gardes à I. Mais derrière la façade, il est rongé par l'angoisse. Les enquêteurs, eux, continuent de remonter la piste. En décembre 2019, tout est prêt. L'accusation détient des centaines de témoignages, des heures d'écoute et des preuves matérielles. Aaron Brady, toujours en prison, croit encore pouvoir s'en sortir. Mais pour Pat Murray, même à la retraite, le combat continue. Il sait que ce procès sera l'ultime bataille, celle qui dira si justice a enfin été rendue pour Adrian Donohoe. Le 28 janvier 2020, dans la salle 6 de la Cour criminelle centrale de Dublin, le silence est total. C'est le début du procès le plus attendu depuis des années. L'État contre Aaron Brady. Dans le box, un jeune homme de 28 ans, vêtu de noir, fixe la table des juges. Autour de lui, des gendarmes en uniforme, des caméras, des journalistes. Le pays retient son souffle. Brady est accusé d'avoir abattu le détective Adrian Donohoe, froidement exécuté lors d'un braquage à Lordship Credit Union en 2013. La sélection du jury prend des jours entiers. Les visages se succèdent, certains trop jeunes, d'autres trop marqués. Finalement, 15 jurés sont désignés. Mais l'atmosphère est lourde. À quelques milliers de kilomètres, un virus inconnu venu de Chine commence à inquiéter le monde. Personne ne le sait encore, mais ce procès historique se déroulera sous la menace d'une pandémie mondiale. Face à lui, le procureur Brendan Grehan, vétéran du barreau. 30 ans d'expérience, un homme méthodique, calme, redouté. Son objectif, prouver que Brady est bien l'homme qui a appuyé sur la gâchette. La défense, menée par Michael O'Higgins, adopte une autre stratégie. Semer le doute, fragiliser les témoins, humaniser l'accusé. Les débats sont tendus, presque électriques. Chaque mot, chaque regard est pesé. La cour projette les images du braquage. 1 minute et 8 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'un policier perde la vie. La séquence est froide, mécanique, presque inhumaine. Les jurés détournent les yeux. Jour après jour, la cour entend des témoins venus d'Irlande et des États-Unis. Certains ont entendu Brady se vanter du meurtre. D'autres décrivent un homme nerveux, en fuite, obsédé par le fait d'être piégé. Mais d'autres encore se rétractent, mentent, se contredisent. La peur règne jusque dans la salle d'audience. Jessica King, une ancienne petite amie, est appelée à la barre. Elle parle d'un homme instable, obsédé par ce qu'il a fait. Il disait toujours qu'il ne se ferait jamais attraper. Son témoignage, hésitant mais sincère, ébranle la défense. Mars 2020, le pays bascule dans le chaos. Le Premier ministre, Leo Varadkar, annonce la fermeture des écoles et des tribunaux. La salle du procès devient un décor fantomatique. Les bancs sont vides, les avocats portent des masques, les témoins parlent à travers des écrans. Pourtant, le procès continue. Adrian Donohoe, dit-on, mérite justice, même en temps de crise. En avril, la défense tente de faire annuler le procès, évoquant le stress et la peur de la pandémie. Le juge refuse. Les jurés ne sont pas influencés par la peur, seulement par les faits. Les échanges deviennent plus vifs. O'Higgins s'emporte. Grehan répond. Le juge doit intervenir pour calmer les esprits. Dans la presse, on parle d'un procès empoisonné par la tension. Brady licencie son avocat et tente de changer de stratégie. Il affirme qu'il n'a jamais voulu être renvoyé en Irlande. Mais le tribunal ne le croit pas. Il savait très bien que son vol le ramenait à Dublin. Pour le juge, il n'y a aucun doute. Aaron Brady a été extradé légalement et son procès doit aller jusqu'au bout. Le nombre de jurés chute à 13, plusieurs tombent malades ou sont excusés. Mais le procès continue, coûte que coûte. En arrière-plan, le monde entier se fige. À Dublin, la justice, elle, avance encore.
Après des années d'enquête, d'arrestation, de trahison et de silence, le procès d'Aaron Brady devient plus qu'une affaire criminelle. C'est le miroir d'un pays blessé, en quête de justice pour un homme tombé dans l'exercice de son devoir. Le détective Adrian Donohoe, un nom que personne n'a oublié. Alors que le procès d'Aaron Brady continue à Dublin, une nouvelle menace apparaît. Des témoins commencent à recevoir des messages étranges, des menaces voilées. Certains vivent à New York, d'autres encore en Irlande. Quelqu'un cherche clairement à les faire taire. Un matin, les procureurs découvrent qu'un message WhatsApp circule dans la communauté irlandaise. Il parle d'un témoin qui aurait parlé aux gardes à New York. Le message finit par remonter jusqu'au tribunal. Pour l'accusation, c'est une tentative d'intimidation. Pour la défense, une simple coïncidence. Mais très vite, d'autres messages apparaissent. Certains disent « les flics savent, on s'en occupe ». Le ton devient plus inquiétant. Le 11 juin 2020, Molly témoigne depuis New York, en visioconférence. Au début, tout semble normal. Mais soudain, pendant son témoignage, on entend une voix d'homme en arrière-plan. Un certain Shamus. Il lui crie « Coupe ça, t'éteins ce truc, ils t'entendent, Molly supplie. C'est un procès pour meurtre, je t'en prie, laisse-moi parler. » Puis, l'écran se fige. Silence total. Dans la salle d'audience, les jurés et le juge restent pétrifiés. Personne ne sait ce qu'il vient de se passer. Après plusieurs minutes, le lien reprend. Molly est en larmes. Elle dit qu'elle va bien, mais qu'elle a peur. Les juges comprennent alors que la jeune femme est victime de pression directe. La cour ordonne une enquête immédiate. Le FBI intervient pour la protéger. Peu après, d'autres témoins rapportent des faits similaires. Certains ont reçu des appels anonymes, d'autres ont été suivis dans la rue. L'accusation parle désormais d'une véritable campagne d'intimidation. Brady, depuis sa cellule, nie toute implication. Mais pour les procureurs, le message est clair, quelqu'un veut empêcher la vérité de sortir. Les jours passent. Le juge Michael White parle d'un procès sous pression. Les témoins tremblent, les avocats s'affrontent et la tension devient insupportable. Parmi les derniers à témoigner, Daniel Cahill reprend la parole depuis New York. Il raconte comment Brady lui avait dit un jour « J'entends encore le coup de feu dans ma tête ». Puis il ajoute « Je n'ai jamais menti. Je n'ai pas tout dit, mais je n'ai jamais menti ». Le tribunal est suspendu dans le silence. On sent que la fin approche, mais plus le verdict se rapproche, plus la peur s'installe autour des témoins. Ce procès n'est plus seulement une affaire de meurtre, c'est un combat entre la vérité et la peur. Après des mois de procès, l'affaire Aaron Brady arrive à son dénouement. L'accusation veut prouver une dernière fois que Brady ment depuis le début. Un menteur habile, un manipulateur expérimenté. Plusieurs témoins affirment qu'il s'est vanté d'avoir tiré sur un flic, mais beaucoup ont peur de parler. Certains ont reçu des menaces, d'autres ont quitté le pays. L'enquêteur principal parle d'une véritable campagne d'intimidation. Contre toute attente, Aaron Brady décide de témoigner. C'est la première fois qu'il parle. Pendant 7 mois, il est resté silencieux dans son box. Mais ce jour-là, il prend la parole. Le procureur lui demande « Avez-vous tué le détective Adrian Donohoe ?» Brady répond « Non, je n'ai jamais fait ça ». Mais rapidement, son récit se contredit. Il parle d'un camion de fioul, de rendez-vous, de souvenirs flous. Chaque fois qu'il tente de se justifier, il s'enfonce un peu plus. Le procureur Brendan Grehan le pousse dans ses retranchements. Il l'accuse de mentir, encore et encore. Le juge finit par le qualifier de menteur habile et pratiqué. Brady garde un visage fermé, mais tout le monde sent qu'il perd pied. Après 66 jours d'audience et plus de 130 témoins, le jury se retire pour délibérer. Ils vont devoir répondre à une seule question. Aaron Brady a-t-il tué le détective Adrian Donohoe? Après 12 heures et 35 minutes, le jury revient, le verdict tombe. Coupable du meurtre du détective Garda Adrian Donohoe. Brady ne réagit pas. La salle explose en larmes. La famille Donohoe s'enlace. Les policiers présents retiennent difficilement leur émotion. C'est une décision historique, la première condamnation pour le meurtre d'un policier irlandais depuis plus de 30 ans. Aaron Brady est condamné à la prison à vie, avec un minimum de 40 ans. Le juge déclare « Vous avez abattu un homme bon, vous avez volé une vie et brisé des familles ». Puis vient le moment le plus fort. La famille d'Adrian prend la parole. Sa femme Caroline dit « Rien ne pourra jamais combler ce vide. Nos enfants ont grandi sans leur père. Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu cette nuit-là. » Son père, Hugues, ajoute « Adrian était un homme juste. Il méritait une longue vie, pas une balle dans le dos. » Sa sœur Anne conclut « Depuis 7 ans, on attendait ce jour. Justice a enfin été rendue. » Pour la Garda irlandaise, c'est la fin d'un long combat. Mais l'enquête continue.
car ceux qui ont aidé Brady, ceux qui ont planifié le braquage avec lui, sont encore dans l'ombre. Même derrière les barreaux, Aaron Brady reste dangereux. Il continue à envoyer des messages, à contacter ses proches et à manipuler depuis sa cellule. Lors d'une fouille, les gardiens découvrent un téléphone caché. À l'intérieur, des appels, des notes et un dessin du braquage de la Lordship Credit Union avec une phrase griffonnée « One shot, one mistake ». Un symbole glaçant, une confession illustrée, presque inconsciente. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient les complices. James Flynn et Brendan Trianor sont arrêtés. Les preuves les relient à la voiture de fuite, au repérage, aux appels. Mais les deux hommes nient tout. Les procès s'enchaînent, les recours aussi. Flynn est condamné pour vol, mais échappe au meurtre. Trianor est acquitté, mais repris pour d'autres affaires. L'enquête semble sans fin, mais la justice avance lentement, morceau par morceau. Les années passent, mais l'affaire Adrian Donohoe continue de hanter l'Irlande. Au total, 6000 pistes suivies, 40 000 heures de vidéos analysées, 4 950 témoins entendus et plus de 1200 preuves matérielles étudiées. Une enquête monumentale. Les policiers qui ont travaillé sur le dossier parlent encore d'Adrian avec émotion. Un collègue, un père, un ami. Un homme qui ne devait jamais mourir ce soir-là. Malgré les années, la Garda garde espoir. Il reste encore une dizaine de suspects. Certains ont aidé Brady, fourni des alibis ou caché les preuves. Un jour, peut-être, quelqu'un parlera. Aaron Brady passera 40 ans en prison. Mais pour la famille Donohoe, la peine est éternelle. L'Irlande, elle, n'oubliera jamais le nom d'Adrian Donohoe,